Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, je voudrais donc apporter la contribution des deux départements dont j'ai la charge, le ministère en charge de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, ainsi que le ministère de la Culture et de la Francophonie dont j'assure l'intérim. Dès l'apparition de la maladie à coronavirus dans notre pays, la Côte d'Ivoire, le gouvernement a bien entendu adopté des mesures fermes pour réduire sa propagation dans la société. Dans le cadre de sa contribution à la lutte contre cette pandémie, l'Observatoire du service public OSEP du ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public a reçu et traité 30 requêtes ou préoccupations exprimées par les populations, et ces requêtes ont été reversées aux différents points focaux des différents ministères pour traitement. 13 requêtes ont été recueillies sur le portail du citoyen Millet, 8 appels recueillis via le centre d'appel et 9 courriels par mail et chat. Voilà ce qui concerne donc notre contribution au niveau donc du ministère en charge de la modernisation de l'administration. Vous connaissez déjà le portail Millet, vous savez que c'est un portail qui est le portail du citoyen qui permet de recueillir. Donc nous accompagnons le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en les aidant à recueillir donc ces requêtes, ces observations. S'agissant maintenant du ministère de la Culture et de la Francophonie, un montant de 500 millions de francs CFA a été distribué aux artistes et hommes de culture en termes de paiement anticipé des droits d'auteur et des droits voisins, et aussi des dons en vivres et non-vivres à eux remis en guise de soutien. Au-delà de ces actes, nous notons des initiatives prises par certains hommes de culture et des arts à travers les différents circuits de communication traditionnels ou alors les réseaux sociaux. Ceci pour aider à freiner l'avancée de la pandémie. Des artistes de renom ou particulièrement sans renom, des artistes modernes ou des artistes traditionnels, comme vous le savez, ont produit des œuvres aussi bien en français qu'en langue locale, diffusées soit à la télévision, à la radio ou par voie de l'Internet pour sensibiliser les populations sur les méfaits de la pandémie et bien entendu les mesures à observer pour la prévenir et l'éviter. Il y a également d'autres artistes ou hommes de culture, hommes et femmes, qui à travers même l'humour et des contes ont pu donc relayer ces informations et cette sensibilisation. De nouvelles approches de gestion de la maladie s'observent également sur le terrain. Il s'agit du recours aux biens culturels tels que les œuvres dramatiques, les livres, l'art visuel. À l'intérieur du pays, plus précisément, de nombreux talents s'activent dans la production et la diffusion de musique moderne ou traditionnelle. Vous avez pu remarquer sur vos WhatsApp, par Internet, que beaucoup d'artistes locaux traditionnels s'exercent justement à faire passer ces messages en langue traditionnelle. Nous avons écouté ceux du Nord, du Centre, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Je voudrais, à ce niveau de mon intervention, noter l'esprit créatif de nos artistes et dire à quel point il est important aujourd'hui que les radios de proximité puissent également les appuyer et faire passer les différents opus. Vous savez que dans cette période de confinement ou d'auto-confinement, les personnes sont à la maison et la radio et les radios de proximité sont écoutées. Et je pense que c'est un canal extrêmement important pour que nos artistes contribuent à la lutte contre le Covid-19. Ceci est extrêmement important. Donc le ministère de la modernisation de l'administration ainsi que le ministère de la Culture sont donc des vecteurs essentiels pour parvenir, du moins contribuer à arriver à bout du Covid-19. En tout cas, nous nous y engageons et nous restons disponibles pour tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le ministre, pour ces précisions sur ce qui est engagé par vos départements ministériels pour lutter contre la pandémie. Et maintenant, nous allons accueillir ici Dr Kwasi Edith, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, pour le point sur la situation sanitaire. Dr Kwasi.
Madame la ministre, Monsieur le commissaire principal, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, avant de commencer mes propos, je voudrais dire comment je suis honorée de me retrouver à côté de la ministre Raymonde Goudou Kofi, qui m'a formée. Merci Madame la ministre pour la bonne formation reçue à vos côtés. Le bilan de notre pays en matière de Covid-19 continue de s'alourdir avec les 52 nouveaux cas de la journée d'hier, 13 avril 2020, sur 260 échantillons prélevés, portant le nombre cumulé de cas positifs au Covid-19 à 626. On enregistre 89 cas de patients guéris et 6 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique réitère son appel à la vigilance et à la mise en œuvre effective de toutes les mesures de prévention et de protection constituées par les mesures barrières préconisées. La situation demeure préoccupante. Il apparaît urgent de stopper l'hémorragie en opérant des choix responsables et en agissant de manière raisonnable. La réaction des internautes montre l'éveil des consciences sur la réalité de la maladie et la peur commence à s'installer. Réagissons énergiquement pour casser le rythme de la progression, pour nous sauver et sauver notre pays si nous l'aimons. Pourquoi devons-nous agir urgemment? Parce que l'évolution en cette phase d'ascension de la pandémie dans notre pays, cette phase est plus rapide dans notre pays comparativement à certains pays voisins. Le non-respect des directives ou le déni de la maladie pourrait l'expliquer. Nous devons agir urgemment également parce que les mesures barrières sont efficaces. Dans ce contexte où la plupart des équipements et intrants stratégiques pour la prise en charge ne sont pas disponibles localement, de plus, la demande est très forte au niveau mondial, car la plupart des pays sont touchés ou affectés. Ces mesures sont certes contraignantes, mais réalisables et indispensables pour rompre la chaîne de contamination. Nous devons agir urgemment également parce que la prise en charge de tous les cas liés au Covid-19 est gratuite. Le gouvernement met en place le dispositif nécessaire pour une prise en charge adéquate des cas liés à la pandémie au Covid-19. L'impact au niveau humain, au niveau social et psychologique, au niveau éducatif et sanitaire et au niveau économique est imprévisible et peut être catastrophique si on continue sur cette lancée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec à sa tête le docteur Eugène Akaouélé, voudrait rappeler ces mesures barrières qui sont la limitation des déplacements, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utilisation de gel ou de solutions hydroalcooliques, la recommandation de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude, le port de masques auquel s'ajoute le confinement souhaité des personnes âgées ou vulnérables. Par ailleurs, le point d'approvisionnement de la NPSP en direction des structures de santé à la date d'hier, 13 avril 2020, donne 90% de taux de livraison, soit 307 sites, et les 10% sont en cours de livraison et ça concerne 34 sites. Aussi, pour toute préoccupation ou devant l'apparition des signes tels que la fièvre, accompagnés de maux de tête, de courbatures, de toux avec difficultés respiratoires, veuillez appeler les numéros gratuits suivants pour être orientés. Le 143, le 125, le 119 et le 101. Enfin, nous rappelons le dispositif de prise en charge en vigueur pour la prise en charge des différents cas, à savoir le confinement à domicile à condition du respect des directives données par les autorités sanitaires, le confinement à l'INJS pour les sujets contacts, la prise en charge dans les structures dédiées aux victimes ou aux SMIT, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville, qui est le centre de référence, et la gratuité totale au niveau de la prise en charge des cas liés au Covid. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Kwasi Edith, pour ce point sur la situation sanitaire. Et maintenant, nous accueillons le commissaire principal Charlemagne Bleu pour nous faire un point de la situation sécuritaire. Mon commissaire. Merci, M. Sanogo Bakary,
Nous sommes à ce jour au 22e jour donc, de la mise en œuvre des mesures liées à l'état d'urgence. Et nos activités principales au plan national consistent en ce jour, comme d'ailleurs tout le temps, en des patrouilles de contrôle du respect des mesures sécuritaires barrières en vigueur, à la tenue et au renforcement des points de refoulement dans le cadre de l'isolement du Grand Abidjan, ainsi qu'à la sécurisation des sites de dépistage et de confinement. Tout cela nous donne les points suivants. Interpellés pour violation donc du couvre-feu, 22 personnes, une à Abidjan et 21 à l'intérieur du pays, pour la nuit du 13 au 14. Personnes assistées dans le cadre de nos actions civilo-militaires, 24, 12 à Abidjan et 12 à l'intérieur du pays. Sur les 24, on a 20 cas d'urgence médicale avec 3 femmes en travail assistées par nos FDS. Au niveau des engins, 2 au total, un véhicule à Abidjan et une moto à l'intérieur du pays ont été mis en fourrière. Les corps enlevés, nous en dénombrons un seul à Niamey, conduit à la morgue d'Aniamey. Tout cela nous donne à ce jour, donc au chapitre des interpellés, 743 individus interpellés avec Abidjan 86 et intérieur 657. Les personnes assistées sont au nombre de 252 depuis le début de nos opérations, 188 à Abidjan et 74 à l'intérieur du pays. Au niveau des engins mis en fourrière, 268 au total, avec 94 à Abidjan et 174 à l'intérieur du pays. 43 corps ont été enlevés à Abidjan et à l'intérieur du pays, au niveau d'Abidjan 39 et 4 à l'intérieur du pays. Ces chiffres emportent les analyses suivantes. Le taux d'adhésion au respect des mesures en vigueur est globalement satisfaisant. Nous avions atteint le pic le 25 mars dernier avec 160 personnes interpellées. Aujourd'hui, nous rôdons autour de 20, 22, et je pense que nos compatriotes ont compris. Mais des efforts restent à faire, en tout cas pour permettre à nos forces de se consacrer à l'essentiel de leur mission régalienne, qui est la sécurisation des personnes et des biens. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon commissaire, pour ce point sécuritaire. Et maintenant, nous allons prendre les questions. Je vois déjà une main. Oui, madame. Nous prenons 5 questions pour commencer. Voici. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, messieurs, dames. Alors, la première question, c'est pour madame la ministre. Dans son intervention, madame la ministre, dans votre intervention, vous avez parlé de 30 requêtes reçues, disons. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Il s'agissait de quoi? Madame Kouassi, docteur Kouassi, vous avez parlé de la collaboration des pays voisins. Comment se passe la collaboration avec les pays voisins? Est-ce qu'il y en a? Et quel partage d'expérience vous faites avec ces pays-là? Je pense que ça va. Corona, c'est Congo, Business 24. Oui, s'il vous plaît. Juste derrière. Mohamed Traoré de RTI 1. J'ai une question qui s'adresse à Madame la ministre par intérim de la Culture. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour le monde des organisateurs de spectacles, en tout cas tous ceux qui n'ont pas de droit, ou bien qui ne perçoivent pas dans un premier temps les droits d'auteur au niveau du Burida? Qu'est-ce qui est prévu pour eux? On voit qu'il y a eu beaucoup de spectacles qui ont été annulés sur cette période. Et même pour les artistes, est-ce que 500 millions, c'est pas peu, vu ce qu'ils auraient pu engranger durant cette période? La deuxième question, elle s'adresse au ministère de la Santé. Lors du dernier Conseil de sécurité, Conseil national de sécurité, on a parlé de la mise à disposition des masques, le port obligatoire des masques, et des cache-nez, disons, et la mise à disposition.
est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur la mise à disposition promise par le gouvernement? Oui, troisième intervenant. Je suis Germain Gabo, journaliste à Fraternité Matin. Malgré les mesures prises par le gouvernement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde dans les rues. Les commerçants et tenanciers de maquis et autres s'organisent pour contourner les mesures barrières. On sent vraiment que les mesures de confinement ou de rester chez soi quand on n'a rien à faire ne prennent pas. Et je m'adresse à monsieur le commissaire. Est-ce qu'il fait la même remarque que nous? Et qu'est-ce qui est fait pour ne pas que ce genre de situation s'amplifie? Oui, une autre question. Sinon, ok, nous allons passer la parole, à commencer par Madame le ministre, pour répondre à certaines de ces préoccupations. Je sais qu'il y en a qui semblent de l'ordre du général, le respect par les populations des règles, mais aussi à la sécurité. Mais Madame le ministre, une autre question? Delphine Blanc de la télévision ivoirienne. Madame la ministre, merci pour votre exposé bref. Ma préoccupation vous concerne justement, mais surtout concerne le monde de la culture. 500 millions pour accompagner les artistes, comment c'est réparti? Merci. Ok. Madame le ministre. Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors, concernant la première question sur des détails concernant les 30 requêtes, je ne veux bien sûr pas rentrer réellement dans tous les détails. Alors, il s'agissait pour les citoyens ivoiriens de demander en quoi concernent les procédures pour la prise en charge de l'infection au Covid-19, par exemple. Ensuite, des questions relatives aux aides pour soutenir des PME. Je pense que tout ceci est pris en compte par le gouvernement ivoirien. Il y a également des questions sur des propositions de renforcement du dispositif sécuritaire. Ça, j'en parle au responsable de la sécurité ici, afin que le couvre-feu soit respecté dans la zone du plateau d'Okuizo. Voilà, donc les populations de cette zone s'inquiètent de la sécurité dans ce domaine. Ensuite, nous avons relevé sur notre portail la question des flambées des prix des denrées alimentaires dans les surfaces commerciales de la zone d'Abobozo. Donc, toutes ces questions, en l'occurrence, relèvent de préoccupations des citoyens, mais je pense que dans la mesure où le ministère de la Santé a également des numéros verts, en l'occurrence le 143, le 125, le 119 qui concerne le poids avec le gouvernement, le 101, je pense que ce sont des requêtes complémentaires, vu que le gouvernement a mis en place plusieurs portails et plusieurs call centers qui permettent justement aux citoyens de ne pas s'enfermer si d'aventure ils se rendent compte qu'en appelant tel ou tel numéro, ils n'arrivent pas à poser leur requête, automatiquement, ils nous font parvenir leurs requêtes en sachant que nous avons la possibilité de les reverser au ministère concerné tel que le ministère de la Santé. Voilà, donc ça c'est pour la première question. La deuxième question qui rejoint, je pense, un peu celle de Delphine Blas tout à l'heure. Alors les fonds qui ont été, disons que le Palais de la Culture par exemple, des programmations avaient été faites pour des prestations d'artistes. Alors tout ceci doit se référer au fonds qui va être mis en place par le gouvernement. Et je ne pense pas que je vais trahir un secret puisque ces fonds-là sont à l'étude, n'est-ce pas, avec le gouvernement pour pouvoir appuyer tous les secteurs, surtout en ce qui nous concerne, le secteur informel, dont fait partie, bien entendu, le monde de la culture. Et je dois vous dire que ces fonds qui vont être mis en place
vont permettre à tous ceux, après avoir bien sûr justifié, à tous ceux qui avaient prévu des spectacles, et ils pourront donc se référer à ces fonds pour qu'on puisse justement les dédommager. Concernant la question des 500 millions, qui, bien entendu, lorsqu'on regarde le nombre d'artistes qui existent, bien sûr, en Côte d'Ivoire, c'est évident que 500 millions ne représentent pas grand-chose. Mais n'oubliez pas non plus que tous les artistes ne sont pas inscrits au Burida. Il s'agit, dans ce cas précis, pour les 500 millions, de ceux qui sont inscrits au Burida. Et c'est le Burida qui a élaboré la clé de répartition qui a permis de soutenir ces quelques artistes qui sont bien sûr membres du Burida. Voilà, donc effectivement, 500 millions, c'est peut-être pas grand-chose quand on regarde le nombre, mais je dois vous dire que 500 millions, vaut mieux ça que rien du tout, parce que ce partage, cette clé de répartition a permis de soulager de nombreux souscripteurs au Burida. Et je vous avoue que ça fait du bien par où ça passe. Je vous remercie. Et maintenant, pour la santé, nous accueillons le docteur Edith Boissy. Merci. Je pense que vous voulez savoir si il y a une collaboration entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins. Je pense que les ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest se rencontrent au cours de certaines sessions. Donc, ils se parlent. Les ministres de la Santé de Côte d'Ivoire parlent régulièrement avec leurs homologues qui sont exposés ou bien affectés par le Covid, comme la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Au niveau des experts, je pense que le CAMES réunit un certain nombre de pays africains. Et donc, les professionnels de la santé qui sont spécialistes en matière d'infectiologie se parlent entre eux. Et c'est pour ça que les protocoles que la Côte d'Ivoire utilise, c'est les protocoles qui sont harmonisés plus ou moins par les autres pays. La science, elle est une. Je pense que je ne participe pas, mais je sais que les spécialistes se parlent. Au niveau du CNLS, Conseil national de sécurité, le Conseil a proposé le port obligatoire du masque dans le Grand Abidjan et souhaité le confinement des personnes vulnérables ou des personnes âgées. Je crois que c'est les dernières mesures qui viennent s'ajouter aux premières. Nous avons ici, au nom du ministère de la Santé, informé que pour près de 100 millions de masques étaient commandés. Et j'avais expliqué que localement, nous n'avons pas assez de possibilités d'en produire en son temps. Et donc, les masques, beaucoup d'intrants dans la lutte contre le Covid sont exportés, sont acquis à l'extérieur. Mais je pense qu'au dernier conseil également, le gouvernement a donné instruction pour qu'il y ait une production locale. Priorité sera faite, comme j'ai dit, aux personnels de santé et aux personnes qui sont exposées comme les forces de l'ordre et de sécurité. Des mesures pour rendre disponibles ces masques sont en cours dès que le stock sera suffisant, puisque je pense qu'il y a une programmation pour les acquérir en fonction des demandes. Et la pandémie, comme je dis, c'est une épidémie qui est mondiale, c'est pour ça qu'on parle de pandémie. Aucun continent n'est épargné, aucun pays pratiquement. Donc tout le monde cherche la denrée rare qui est les masques, qui constituent les mesures barrières. Donc quand tout le dispositif sera en place, je pense que les voies les plus autorisées vous expliqueront comment s'en procurer et sous quel mécanisme pour les acquérir. Au niveau des données, je dis que la Côte d'Ivoire, qui a commencé un peu plus tard que certains pays comme le Burkina Faso, comme le Sénégal, les dernières données montrent que nos chiffres ont dépassé les chiffres de ces pays. Donc, je me suis posé la question, est-ce que pourtant la sensibilisation a été faite, les mesures barrières étant communiquées, est-ce que c'est un problème
de comportement, de mauvais comportement? Est-ce que c'est un problème d'incivisme? Vraiment, je ne peux répondre à cette question, mais je pense que l'avenir du pays concerne aussi bien les professionnels de la santé que tout citoyen lambda. Et nous avons dit que nous sommes en phase d'ascension, c'est-à-dire de progression. L'épidémie a un mode, une épidémie, quand ça arrive, quand les personnes sont contaminées, il y a un rythme normal d'évolution de la maladie qui est qu'elle croît jusqu'à un certain niveau et puis elle décroît. Mais le rythme de progression de la maladie dépend des comportements des uns et des autres. Si on fait une photographie à l'instant T des personnes qui sont contaminées, si chacun reste dans ce qui est prescrit comme limitation de déplacement, ça voudra dire que je ne vais pas chez le voisin et du voisin, je ne vais pas à un autre endroit pour propager la maladie. Parce que comme disent les experts, le virus, lui, ne se promène pas seul. C'est l'homme qui se promène avec le virus. Donc, toutefois, où nous contournons les mesures barrières préconisées par le gouvernement, nous nous exposons et exposons nos voisins, nos proches et notre pays à une propagation de ce virus. C'est pour caricaturer, c'est comme si la Côte d'Ivoire, c'est le mont Kilimandjaro et que peut-être pour le grimper, il faut une semaine. Donc, le virus, c'est la personne qui commence à monter petit à petit pour atteindre le sommet. La force, c'est les habitudes, les mauvaises habitudes qu'on a, les mauvais comportements qui font qu'on donne la force au virus d'aller plus vite au sommet de cette montagne-là, qui est, je veux dire, si on caricature, c'est toute la Côte d'Ivoire, ou alors on monte à petits pas pour que dans l'évolution normale de l'épidémie, elle croît, mais elle descende à des pics raisonnables. C'est pour ça que nous en appelons à l'engagement de tous, au choix vraiment responsable de ce que la propagation du virus ne devait pas passer par chacun d'entre nous. Mais ça, le gouvernement a beau mettre tous les dispositifs en place, sensibiliser, il faut la volonté des uns et des autres pour qu'ensemble nous réussissions ce combat. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Et maintenant, pour les questions sur la sécurité, nous accueillons le commissaire principal, Charlemagne Mblemon, commissaire, s'il vous plaît. Merci. Je pense que c'est une préoccupation à deux volets. Le premier volet, c'est que vous voulez savoir pourquoi il y a trop de mouvements pendant que l'autoconfinement est recommandé. Et puis ensuite, le respect du couvre-feu, je crois, dans la zone de eaux. C'est cela? D'accord. D'accord, ok. Bien, pour ce qui est donc des mouvements donc des populations, pendant cette période d'état d'urgence, ce qui est pour l'instant proscrit en termes de tests, c'est pendant la période allant de 21h à 05h du matin. Mais la journée, ainsi que l'a exposé ici le ministre en charge des PME en Côte d'Ivoire, plus de 90%, il est allé jusqu'à 98%, donc de nos activités sont dans l'informel. Donc vous comprenez que quand c'est comme ça, les gens sortent pour aller, c'est une question de survie. Et tant qu'il n'y a pas un test qui dit au FDS clairement, donc que le confinement devient une obligation, on ne peut pas aller faire cela de nous-mêmes. Donc nous prions que de par le respect, tout à l'heure j'ai dit que le bilan donc, du couvre-feu en termes de respect est globalement satisfaisant au plan national. C'est vrai que nous sommes à plus de 700 personnes interpellées, mais en réalité, 700 personnes sur combien de millions, c'est vraiment bon à prendre. Même si des efforts restent à faire, ainsi que je le dis, pour nous permettre de nous consacrer partout, donc, à nos activités régaliennes, qui sont donc, je le rappelle, la sécurisation des personnes et des biens. Donc, en tout cas, nous prions qu'on n'arrive pas au confinement obligatoire, parce que ce serait une mesure que l'État pourrait prendre vraiment
contre-cœur, s'il faut le dire, sincèrement. Pour l'instant, pour nous, c'est bon. Et on peut mieux faire, mais pour l'instant, c'est appréciable. Merci. Question d'internaute portant sur la santé. À quand le confinement général? Deuxième question. Si quelqu'un est testé positif, il est mis en autoconfinement ou en quarantaine? Troisième question d'internaute toujours. Oui. Y a-t-il un suivi pour constater le non-respect des mesures? Bon, les mesures, on n'indique pas si c'est sanitaire ou sécuritaire, mais je crois savoir que la question, ça s'adresse au commissaire, au porte-parole de la police. Donc, pour reprendre donc, à quand le confinement général? Si quelqu'un est testé positif, il est mis en quarantaine ou en autoconfinement. Y a-t-il un suivi pour constater le non-respect des mesures? Docteur Kwasi, on commence par vous. Merci. À quand les mesures de confinement de manière générale? Je ne pourrais répondre à cette question ici et maintenant. J'avais dit dans mes précédents points que tout dépend de l'évolution sur le terrain et que le gouvernement adapte sa stratégie en fonction de l'évolution. Si, pas extraordinaire, les Ivoiriens décident que c'en est trop et que chacun prend son bâton de pèlerin et qui sensibilise son voisin, ses enfants, et que les mesures barrières sont mises en œuvre correctement, c'est sûr que le rythme de propagation de la maladie va connaître un déclin un peu plus rapide que l'évolution actuelle si rien n'est fait. Et en ce moment-là, certainement que nous n'allons pas arriver à ces extrémités. Mais si les uns et les autres ne respectent pas les mesures de barrière, si les uns et les autres continuent de contourner le Grand Abidjan, si les uns et les autres ne sont pas disciplinés, c'est en fonction de l'évolution de la maladie dans notre pays que le gouvernement va prendre les décisions idoines, appropriées au moment venu. Donc, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui que demain matin, ce sera le confinement général. Maintenant, la deuxième question, c'était, si je ne m'abuse... Ok. J'avais dit tantôt qu'il y a l'autoconfinement. Donc, il y a des personnes qui sont testées positives et qui peuvent être suivies parce qu'ils ne présentent pas des signes graves. C'est-à-dire que c'est dans le cas simple qu'on peut suivre à la maison. Ils sont à la maison et les équipes de santé, les équipes d'intervention rapide sont en contact permanent avec ces personnes qui communiquent avec eux sur l'évolution de leur constante. Est-ce que la température augmente? Est-ce qu'il y a des signes nouveaux? Auquel cas, la prise en charge à domicile n'est plus appropriée et on les amène dans une structure adaptée, adéquate. Il peut arriver que la personne est testée positive et qui n'est pas un sujet qui présente une forme grave, mais qui est indiscipliné. Parce que je pense qu'il y a une traçabilité de tous les malades. Et donc, ceux qui sont autorisés à le voir savent les mouvements des malades. Et si on se rend compte que cette personne-là peut être un danger pour ses voisins et pour le quartier ou bien pour d'autres personnes, cette personne est extirpée de son lieu de confinement à domicile pour être confinée dans un lieu plus approprié pour que la prise en charge et le suivi soient meilleurs. Donc, il y a le VITIP, comme j'ai dit tantôt, où pour le moment, il y a le SMIT, en attendant que les infrastructures dont le pays est en train de se doter grâce au gouvernement soient tous opérationnelles et que ces mesures-là soient améliorées. C'est ce que je peux dire pour le moment. Oui, et maintenant, le commissaire principal, pour répondre à la question sur le suivi
sur ce qu'il y a comme suivi pour constater le non-respect des mesures de sécurité. Merci. J'espère que l'internaute nous suit depuis donc le 24 mars jusqu'à présent. Le baromètre ici, c'est les points quotidiens justement du CICG que nous faisons au quotidien tous les soirs. Donc il n'y a qu'à suivre pour savoir que le non-respect du couvre-feu est sanctionné par des interpellations, mais également, si ce sont des cas d'astreinte, par des actions civilo-militaires, de FDS, la police notamment, donc qui assistent tous ceux qui sont dans le besoin. Donc pour le non-respect du couvre-feu, le baromètre, c'est le point que nous faisons. Il faut s'en référer. Je rappelle que nous sommes à 743 depuis donc 22 jours et que de plus en plus, ce taux est en baisse. Aujourd'hui, nous sommes à 22, alors qu'on avait un pic de 160 les 2 premiers jours. C'est ce que je voudrais dire. En tout cas, merci. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. C'était le point de presse quotidien d'information et de communication sur la gestion de la pandémie coronavirus en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.